En Mauritanie, 3 personnes ont trouvé la mort à l'occasion des manifestations populaires de lundi contre les résultats des récentes élections présidentielles. Le ministère de l'Intérieur a indiqué que les forces de sécurité ont dû faire face à des manifestations à Kaïdi, ville à forte population noire et acquise à l'opposition dans le sud du pays. Des heurts ont aussi éclaté dans les villes de Nouadhibou, Rosso Zouéra et Bogué, et également des bastions de l'opposition. Selon les autorités, plusieurs autres personnes auraient été blessées lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. L'accès à Internet mobile a été bloqué mardi et les autorités sont à la recherche des auteurs des violences. Le scrutin de samedi s'est soldé par la victoire du président sortant Mohamed Ould Ghazouani, selon la commission électorale. Un résultat contesté par son principal opposant Biram Da Abeid. La Tunisie organisera des élections présidentielles le 6 octobre. C'est un communiqué de la présidence tunisienne, sans préciser si le président Kais Saïed brigue un nouveau mandat lors de ce scrutin. Kais Saïed, 66 ans, est au pouvoir depuis 2019, dirige la Tunisie d'une main de fer, depuis qu'il s'est octroyé les pleins pouvoirs le 25 juillet 2021, en limogeant son Premier ministre, suivi du gel du Parlement. Le président a fait adopter une nouvelle constitution en 2022 dans ce pays initiateur du printemps arabe qui a emporté le président Ben Ali. La date de la prochaine élection est indiquée par décret présidentiel, alors que les principaux opposants sont incarcérés, notamment le chef du parti islamo-conservateur Ennahda, Rachid Ghannouchi, et la présidente du parti des Tauriens libres, Abir Moussi. Le vote des jeunes sera déterminant lors des élections générales du 15 juillet 2024 au Rwanda. Cette frange de la population représente 42% de l'électorat du pays, ont révélé des données de la Commission électorale nationale le 29 juin 2024. Le Rwanda compte ainsi 9,7 millions d'électeurs, soit près de 5 millions d'électeurs jeunes. Dans la diaspora, les jeunes représentent 22% des 77 138 électeurs inscrits. En ce qui concerne la participation, je suis sûr que les jeunes ont commencé à comprendre et y sont engagés parce que je connais certains jeunes qui ont fait un pas en avant et se sont dit « Nous devons nous lancer dans cette démarche, nous avons besoin de faire entendre notre voix. » Ils font tout pour que ce soit possible. La voix des jeunes Rwandais se fera entendre dans les urnes et aussi dans la prochaine législature. En effet, le code électoral réserve 2 sièges exclusifs à des députés jeunes qui seront choisis par des collèges et comités électoraux le 16 juillet 2024. L'annexe soutient les campagnes pour les députés représentant la jeunesse sur les réseaux sociaux et les radios communautaires. Depuis les élections de 2018, le nombre de candidats pour les sièges de représentation des jeunes a augmenté. Il y a aujourd'hui 31 candidats confirmés, dont 8 femmes et 23 hommes, contre 26 en 2018. L'organe électoral national estime que 2 millions d'électeurs voteront pour la première fois au Rwanda. Ce double scrutin, qui est le premier de l'histoire du pays, sera organisé dans 2591 bureaux de vote sur le territoire ainsi qu'à l'étranger. Comme annoncé le 30 juin 2024 à Johannesburg, le président sud-africain Cyril Ramaphosa et le leader de l'Alliance démocratique John Steenhuisen se sont engagés à travailler ensemble pour le développement du pays et le bien-être de la population sud-africaine. Le nouveau gouvernement d'union nationale est confronté à une série de défis, notamment la relance d'une économie en difficulté, la rénovation d'infrastructures essentielles en déclin et l'amélioration des services publics de première nécessité. La situation économique précaire de l'Afrique du Sud nécessite des mesures urgentes pour stimuler la croissance, attirer les investissements et créer des emplois. Le fait que l'opposition participe à la politique intérieure, cela va créer une relative pression et éviter en tout cas à ce qu'il y ait une mainmise totale par l'ANC. Et c'est en cela qu'on peut y voir des ressorts relativement positifs. Le pays d'Afrique australe présente l'un des taux d'inégalité de chômage les plus élevés au monde, qui s'élève officiellement à 32% pour l'ensemble du pays et à 45% pour les jeunes de 15 à 34 ans.
Le pays connaît également un taux de criminalité extrêmement élevé et des services publics défaillants, illustrés par des coupures d'électricité à l'échelle nationale qui ont atteint des niveaux records en 2023. Il faudra voir comment toutes ces personnes vont travailler ensemble et est-ce qu'ils vont réussir à parvenir à ce qu'on appelle l'intérêt général et notamment les défis qui les attendent en matière d'électricité, en matière d'employabilité et au niveau de l'économie. Pour rappel, le président Cyril Ramaphosa a annoncé la composition de son nouveau gouvernement et l'opposition a reçu 12 des 32 portefeuilles après des négociations. Pour certains experts, les divergences idéologiques entre les différentes parties de la coalition pourraient entraver la mise en œuvre des réformes indispensables. Les manifestations contre le projet de loi sur les finances se poursuivent au Kenya, où malgré l'engagement du président William Ruto de ne pas ratifier la loi, la colère des citoyens reste vive. À Nairobi, la police a intensifié l'usage de la force ce mardi, tirant des gaz lacrymogènes et des balles réelles, selon les manifestants. Nous connaissons le bruit des balles en caoutchouc. Ils utilisent des balles réelles. La police devrait nous protéger, mais ils nous tuent, ce n'est pas juste. Ils devaient simplement utiliser des gaz lacrymogènes, mais ce sont des vraies balles. Que veulent-ils? Nous tuer? Si c'est ça, alors William Ruto doit partir. Les manifestations ont déjà coûté la vie à 39 personnes selon la Commission nationale des droits de l'homme du Kenya, bien que le président ait avancé un bilan de 19 morts. Face à la montée des tensions, William Ruto a proposé d'engager un dialogue avec les jeunes et de réduire les dépenses de son bureau. Cependant, l'opposition et les manifestants demeurent sceptiques quant à la sincérité et à l'efficacité de ces mesures. Les autorités de la transition au Niger ont annoncé la création d'une commission tripartite pour résoudre les différends avec le Bénin suite aux récentes tensions concernant l'exportation de pétrole brut nigérien via le territoire béninois. Cette initiative vise à restaurer les relations entre les deux pays et à trouver des solutions pour sortir de la crise qui a marqué leur interaction ces derniers mois. La mise en place d'une commission tripartite est une bonne nouvelle pour les deux pays, surtout que Niamey et Cotonou ont décidé de donner une chance au dialogue. Ils n'avaient pas le choix parce que quand on regarde, ce sont les populations des deux pays qui souffrent. À Niamey, 80% des exportations du Niger transitent par le Bénin. Et quand on sait que avec ce long détour qu'ils font par le port de Lomé, toute l'insécurité qu'il y a dans la zone, c'est naturellement on constate une flambée des prix. Et aussi le Bénin est durement touché. Il y a une forme de paralysie au niveau de ces ports. Pour dire qu'aujourd'hui les deux pays ont intérêt à aller à la négociation, à aller à la discussion. La crise a éclaté en raison des désaccords sur les conditions d'exportation du pétrole brut nigérien via le Bénin. La création de cette commission sera composée des représentants des gouvernements des deux pays ainsi que des médiateurs et va permettre d'engager un dialogue constructif, ce qui représente un pas important vers la normalisation des relations et la reprise des activités commerciales. La création d'une commission tripartite va permettre déjà de renouer le dialogue entre les deux États et de rapprocher les positions. Mais il est important pour un règlement durable de cette crise que les deux chefs d'État s'asseyent et discutent et posent les problèmes. Parce qu'on sait que Niamey reproche des choses assez graves au Bénin. Quand on sait que Niamey reproche à Cotonou d'abriter une armée étrangère, il faudrait qu'aujourd'hui le Bénin donne des gages d'assurance à Niamey pour que Niamey débande les muscles. Mais il faut aussi adresser ce problème au niveau sous-régional. Il est important que la CEDEAO s'implique. Les gouvernements des deux pays espèrent que cette initiative rétablira la confiance mutuelle et assurera une coopération fructueuse à l'avenir. La commission est chargée de présenter ses premières conclusions et recommandations dans les prochains mois, ouvrant ainsi la voie à une résolution pacifique et durable de la crise. En Côte d'Ivoire, les amateurs de poissons et autres produits de la mer devront prendre leur mal en patience. La pêche est temporairement interdite sur plusieurs étendues d'eau de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiemoko Touré, a annoncé la fermeture de plusieurs plans d'eau du 1er juillet au 31 août 2024 pour le deuxième repos biologique. Cette décision est motivée par une baisse continue de 34,1% de la production nationale des poissons extraits du milieu marin et des plans d'eau continentaux en 2016 et 2020. Pour une reconstitution intégrale du patrimoine halieutique national, le repos biologique doit s'appliquer progressivement sur l'ensemble des cours d'eau et plans d'eau de la Côte d'Ivoire.
C'est à juste titre que la feuille de route 2024 du gouvernement prévoit l'extension de cette mesure outre le milieu marin à certains plans d'eau tels que les lagunes Abi, Grand Lao et les lacs Kossou et de Buyo. Ce repos biologique sera mis en œuvre sur 2 zones A et B conformément à l'hydrographie du pays et de façon progressive. La première zone comprenant la lagune Abi et celle de Grand Lao a été fermée du 1er juillet au 31 août 2024. Quant à la deuxième zone qui inclut les lacs Kossou et Bio, elle sera fermée du 1er septembre au 31 octobre, soit pendant 2 mois. Cette décision fait suite aux résultats positifs obtenus grâce au repos biologique de 2023. Cette mesure est nécessaire en vue de garantir les emplois et améliorer les productions dans le secteur de la pêche. Le suivi des embarcations de septembre à novembre 2023 pour l'ensemble de la flottille industrielle indique une production de 5 311 tonnes contre 4 422 tonnes sur la même période en 2022. Selon les autorités ivoiriennes, le repos biologique devrait permettre d'atteindre une production de 84 000 tonnes dès la fin 2025 et 127 000 tonnes d'ici la fin 2027 contre une capture de référence de 55 522 tonnes en 2022. Conformément aux objectifs de la zone de libre-échange continentale africaine, notamment s'attaquer aux défis relatifs au commerce transfrontalier et exploiter efficacement le potentiel de la zone de libre-échange continentale, le Maroc et la Côte d'Ivoire poursuivent leurs actions en faveur de celle-ci. Selon les données de l'Office marocain d'échange, en 2022, les exportations du Maroc vers la Côte d'Ivoire ont atteint 3,1 milliards de dirhams. Par ailleurs, les échanges commerciaux entre le pays d'Afrique du Nord et le reste de l'Afrique ont atteint environ 6 500 milliards de dollars américains, soit une hausse de près de 40% par rapport à 2021. Nous avons, comme je vous l'ai dit, la politique africaine, aujourd'hui qui va se renforcer de façon significative avec la ZLECAf. Le Maroc entend jouer pleinement son rôle dans le développement du commerce intra-africain. Et bien évidemment, nous avons le projet de gazoduc entre le Nigeria et le Maroc qui verra bientôt le jour. Les études, d'après ce que je sais, sont terminées. C'est un projet qui va traverser 14 pays du continent et dans chacun de ces pays apportera une valeur ajoutée importante. Concernant la Côte d'Ivoire, selon un rapport des services des douanes publié en 2023, au 3e trimestre 2023, les exportations du pays sur la scène économique régionale ont représenté 56% des ventes totales effectuées au sein de l'Union économique monétaire ouest-africaine, UEMOA. Le potentiel, ça ne se consomme pas, ça se met en œuvre et grâce à cette coopération dynamique Sud-Sud, nous allons aller de l'avant. Et je dirais que l'Afrique doit compter sur elle-même et c'est pourquoi nous appelons de tous nos voeux la coopération Sud-Sud et un modèle de réussite qui est à dupliquer à l'échelle nationale, c'est la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Il est à rappeler que le champ d'application de la ZLECAf reste vaste. Sa mise en œuvre effective devrait stimuler le commerce intra-africain de 52,3% d'ici à 2025.